Bonjour à tous. Je me présente, je suis Moutou. Pardon, ça me gêne la lumière, dit monsieur au premier rang. Ah oui, pardon, pardon. Alors, je me présente, je suis Moutou Sagadovin. Alors, je suis un peu malade, donc s'il y a des choses que vous ne comprenez pas parce que je ne signe pas de manière très claire, vous m'interrompez. Alors, page suivante. Voilà, c'est moi. Alors, donc, j'ai 30 ans. Euh, donc moi j'ai une triple casquette, donc je suis sourde, je suis gay, je suis queer. Ah oui. Euh, je, je suis racisée, je suis indien. Le mot racisé, peut-être vous le connaissez, donc voilà, c'est le signe de racisé. Donc c'est le contraire de mots qu'on peut utiliser qui va être en liaison avec le racisme. Donc moi j'utilise le mot racisé. Alors j'habite à Lyon depuis 2 ans. J'ai travaillé à l'association Alcal au service civique. Donc c'est l'association pour des arts et loisirs. Il propose un certain nombre d'activités en langue des signes. Ensuite, je suis conseiller municipal à l'écologie, écologiste. J'ai aussi un parcours universitaire scientifique en ingénierie, tout ce qui est énergie, utilisation, efficacité énergétique. Si vous ne connaissez pas l'efficacité énergétique, je vais vous expliquer rapidement. C'est vraiment la consommation de l'énergie de manière un peu plus consciente et essayer de réduire notre consommation en général. Alors, je suis bénévole à l'association. Tu es bénévole à l'association. Je suis trésorier à l'association LCG-LSF, donc qui œuvre pour la culture des gays, lesbiennes, sourds. Donc il y a dans la communauté LGBT, il y a bien sûr des personnes sourdes. Et aussi, je fais partie de la fédération, la FNSF, la Fédération nationale des sourds de France. Je suis aussi conseiller. Donc voilà, je suis bénévole dans beaucoup d'associations. J'ai un parcours, enfin double parcours. Et là aujourd'hui, je voudrais vraiment vous faire part de ma réflexion sur l'écologie. Donc je voulais moi je suis pas, voilà, je suis pas un scientifique, hein, mais quand même, vu que j'ai été beaucoup sur le terrain associatif, j'ai pu me rendre compte et découvrir différentes réalités de cette écologie et les gens qui étaient avec des privilèges et d'autres qui étaient moins favorisés et l'impact sur l'écologie sur leur vie. Alors l'écologie, bien évidemment, c'est important, hein, mais c'est important de savoir ce que c'est l'écologie exactement. Donc je vous laisse me dire ce que ça évoque l'écologie pour vous. La page suivante. Alors l'écologie, là, on parle beaucoup de l'écologie, mais comme je vous ai dit, pour vous, c'est quoi? Le mot écologie, ça vous évoque quoi? Donc on parle souvent des crises écologiques. Mais comment on reconnaît une crise écologique? C'est en lien avec, c'est quoi l'impact sur les personnes avec leurs vies différentes? Donc en fait, normalement, l'écologie, c'est le lien entre le vivant et le milieu dans lequel il évolue. Donc, et mais l'impact de ces crises écologiques, qui est la cible en fait? Qui est plus impacté? Parce qu'il y a des gens qui sont moins impactés par ces crises, qui n'ont pas vraiment de conséquences violentes dans leur vie, et d'autres se retrouvent vraiment avec des vies complètement chamboulées, des risques de mort. Et vraiment, ça met en évidence les inégalités qui peuvent exister dans la société, et ça peut les exacerber grâce à par ces crises écologiques. Donc,
le but n'est pas de stigmatiser les privilégiés, le but c'est de corriger ces inégalités et de mettre des actions en place pour avoir une écologie juste pour tout le monde. Page suivante. Voilà, bah, de quoi on parle? Pardon. Euh, c'est vrai que j'ai pas. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? C'est pas ça que je voulais montrer. Ah oui, pardon, c'était ça. Alors, l'écologie. Quand j'en parle d'écologie, dites-moi à quoi ça vous fait penser. Je ne sais pas. Quel mot vous vient à l'esprit là tout de suite comme ça? Trier, d'accord. Éducation, les déchets, ouais, trier les déchets, donc les papiers, le carton. La nature, les plantes. Quoi? Les plantes. Oui, qui donnent, qui nous gardent en bonne santé, qui aident à l'air, que l'air soit de bonne qualité, l'économie, les ressources, protéger la nature, les arbres. Donc il faut laisser vivre les arbres, enfin, il faut protéger les arbres, les déchets. Donc ouais, le recyclage, ouais, le recyclage des déchets, le réemploi des déchets, l'environnement. Quoi? Pardon, oh là là, attends. Répète, l'environnement. Donc il faut... Ah oui, pardon. Donc il faut réduire notre impact sur l'environnement. C'était bien ça, d'accord. Il faut commander dans les AMAP parce que c'est des produits qui viennent localement des fermes. Pardon, je vois pas. Ça nous évite d'aller au supermarché, donc de consommer plus de plastique qui est néfaste pour notre santé. Ok, super, merci. Merci. Donc manger bio, naturel. Ok, merci pour vos réponses. C'est intéressant hein, de voir ce que ça vous évoque là comme ça. Je vois les différents points de vue. Et aussi, j'essaie enfin, j'ai pris quelques statistiques sur Internet, je vais vous les montrer. La page suivante, merci. Alors, justement, de quoi on parle quand on parle d'écologie? Voilà, je vous laisse lire. Ok. Ce qui est intéressant, c'est le mot élite. Donc, c'est quoi le lien avec l'écologie? Ou le mot économie? Donc, est-ce que on peut profiter de l'écologie? Est-ce que l'économie peut profiter de l'écologie? Est-ce qu'il y a des grosses dépenses? Est-ce qu'on dépense énormément? Est-ce que pour être écologique, il faut dépenser énormément? Voilà, il y a différents points de vue qui sont reliés à cette image d'écologie finalement. Pardon, c'était quoi après? Tu peux me montrer la page suivante? Ah oui, d'accord. On revient s'il te plaît à la page d'avant. Alors, le mot écologie, je vous donne la définition, hein. C'est le vivant, par exemple les personnes, les animaux, les plantes, la faune, la flore, les insectes, même les plus petits, hein, les vers de terre, les papillons, et leur environnement, l'environnement dans lequel ils évoluent et l'interaction qu'il y a entre les deux. Donc c'est vraiment le vivant avec son écosystème, l'interaction entre les deux. Alors, si on prend, enfin, il faut vraiment qu'on étudie tout l'écosystème,
tout le vivant et tout son environnement. Voilà, c'est la définition du mot écologie. Oui. Alors, là, on va parler des abus. Donc il y a beaucoup de politiciens qui parlent d'écologie, de mouvements politiques qui parlent d'écologie. Il faut réduire les déchets, la pollution. Là, ça, je vais vous expliquer dans un deuxième temps. Mais quand on parle d'écologie, il y a par exemple différentes études. Par exemple, l'écosystème, les forêts, les plantes. Par exemple, on étudie une plante. On étudie l'espèce d'une plante, par exemple. On va voir comment elle interagit avec son écosystème, avec l'environnement, avec les autres espèces, avec le temps, comment par exemple les abeilles vont venir polliniser cette plante. Voilà, on étudie vraiment tout l'écosystème. Mais si on oublie un petit détail dans tout cet écosystème, et qu'on se focalise finalement que sur un aspect de l'environnement ou du vivant, l'étude, en fait, elle est fausse. On ne sait pas si elle est vraiment concluante parce qu'on n'a pas pris en compte absolument tous les éléments de l'écosystème et toutes les interactions qu'il peut avoir le vivant avec son environnement. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que le vivant, par exemple, nous, les humains, vous qui vous êtes là, et notre environnement, par exemple, notre environnement, c'est la société, c'est la vie avec les inégalités dans laquelle on évolue, le système dans lequel on vit. On a plein d'interactions au quotidien avec la nature, donc la nature et les humains ont des interactions et on essaie quand même de faire des études là-dessus également pour voir les impacts. L'écologie a pour but de faire l'étude sur la totalité de l'environnement dans lequel l'humain évolue. Mais si on oublie les minorités, par exemple les femmes, les personnes LGBTQIA+, si on regarde juste l'écologie telle qu'elle, avec les impacts qu'elle peut avoir sur les personnes, mais on oublie de prendre en compte absolument tous les niveaux dans cet écosystème, et ben en fait, on a faux sur l'interaction et on n'a pas le résultat optimum. Alors ça, je l'ai déjà dit. La page suivante. Alors on parle souvent de crise écologique, c'est grave, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et on voit les impacts quotidiens de ces crises écologiques. Je vous donne des exemples. Les canicules, avec des températures qui grimpent en flèche, des pollutions, du CO2 qui est rejeté dans l'atmosphère, qui provoque des maladies respiratoires, les inondations. Par exemple, sur la planète, on voit que les températures ils augmentent tous les ans d'à peu près 2 degrés. Pardon, excuse-moi, non, j'ai pas dit 2 degrés. Attends, excuse-moi. Pardon, je reprends, c'est l'interprète qui s'est trompé. Donc là, globalement, les températures en moyenne par an augmentent de 2 degrés. Et les 2 degrés sont déjà dépassés. Mais ça veut dire quoi concrètement ? C'est quoi l'impact pour nous concrètement ? Donc quand la température augmente, le climat change sur une période. Par exemple, on aura des canicules très importantes. Et sur une autre période, il fera très froid. Il fera extrêmement froid. Et ça s'appelle le choc des températures. Et ça provoquerait des ouragans, des orages très violentes. Et la conséquence de ça, c'est des inondations. Oui.
Vous me disiez, mais pourquoi on ignorait les minorités, par exemple, dans cette étude, et par rapport aux impacts des crises. Tout ce qui est donc inondation, pollution, canicule. C'est vrai que on voit que l'impact de cette hausse des températures n'est pas égal sur tout le monde. Par exemple, il y a des personnes qui sont privilégiées, qui voilà, ils ont un peu chaud, mais ça ne les impacte pas plus que ça. D'autres qui sont dans des logements qui sont des passoires ont vraiment des températures extrêmes chez eux et ça peut être vraiment, ça peut avoir des conséquences terribles. Voilà. Par exemple, les personnes qui habitent dans les rues, des SDF. Ah, pardon, je me suis trompée. Attendez, oui, c'est ça. Les jeunes, par exemple, qui habitent dans la rue. Des personnes LGBT, hein. Je parle de personnes LGBTQIA+. Donc des jeunes qui habitent dans la rue. 40%, ça représente 40%. Les personnes qui habitent dans la rue, ça représente 40% des personnes LGBT qui habitent. Ce sont des. Je vais y arriver. Ce sont 40 personnes. Oui, 40% de personnes qui vivent dehors sont des LGBT. Merci. Alors que je parle normalement, c'est des chiffres des États-Unis, alors qu'ils représentent normalement 4% de la population des États-Unis. Mais tout ce qui est ouragan, inondation, température extrême, voilà, ça protège pas ces personnes, ils sont pas en sécurité. Donc ils sont beaucoup plus impactés que les personnes qui ont un logement. Donc ça les touche beaucoup plus. Et ils sont vraiment en risque de mort. Les crises écologiques nous touchent tous, mais les minorités sont beaucoup plus impactées. Où est-ce que j'en suis au niveau du temps? Combien de temps il me reste? Est-ce qu'on peut me dire au fond de la salle, pardon? Très bien. Donc les politiques, les pouvoirs publics ont conscience effectivement de ces problématiques-là. Il faut proposer des idées, des solutions pour tenter d'enrayer les impacts de cette crise écologique, essayer de diminuer toutes les problématiques et les solutions qu'on pourrait vous proposer. Alors attendez, avant de vous donner un exemple peut-être, la première question qui se pose, c'est de savoir, toujours, la question à garder en tête, c'est est-ce que ça convient à tout le monde? À qui ça convient? Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Merci. Ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle la roue des privilèges. Donc ce signe de privilège en langue des signes, il vient en vérité de la langue des signes internationale, mais il semble bien convenir, parce que c'est un signe qui est assez iconique, on voit assez bien ce qu'il représente. Et donc ce terme de privilège, c'est le fait, en fait, dès la naissance, d'avoir déjà des avantages qui sont préexistants, qui sont là, qui sont donnés automatiquement, de par l'identité de la personne. Je vais vous donner un exemple assez simple. Imaginons une personne qui soit née blanche, qui suive son parcours de vie, qui réussisse ses études, qui ait un travail, quelqu'un qui ait un appartement, qui soit, on s'entend, un appartement confortable, quelqu'un qui ne vive pas de harcèlement de rue, par exemple, quelqu'un qui a une vie assez classique, finalement, c'est quelqu'un qui va se sentir être représentatif d'une norme. Or, on se rend compte que c'est quelqu'un qui a des privilèges au sein du système qu'est la société. La société, par la place, la façon dont est éduquée, grandit cette personne, lui donne des privilèges, des avantages. Si on prend une personne noire, par exemple, à la naissance, cette personne a déjà conscience d'être opprimée, d'être victime de discrimination. À la recherche de l'emploi, par exemple, c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup plus de difficultés. Pareil pour trouver un appartement. C'est quelqu'un qui va avoir beaucoup plus de risques d'être interpellé par les forces de l'ordre, du simple fait de sa couleur de peau. Là, l'exemple que je viens de vous donner, c'est ce qui correspond à ce trait-là, donc sur la couleur de peau.
on voit en fait que cette roue au centre, c'est les privilèges. En fait, les personnes qui vont être le plus avantagées dans la société parce qu'elles sont le plus proches du centre de cette roue. Et donc, vous avez toutes les thématiques qui sont inscrites. Et plus on s'éloigne du centre, moins on est privilégié. Vous voyez, quand on s'éloigne comme ça, c'est qu'on diminue progressivement dans les avantages qu'on peut avoir, les privilèges qu'on a de manière vraiment intrinsèque. Ce qui est intéressant aussi sur cette roue des privilèges, c'est qu'elle permet de donner conscience, de prendre conscience de ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Donc le signe, c'est les deux mains qui se croisent. Le mot en français, c'est intersectionnalité. C'est un mot assez long. Voilà, ce signe-là. Intersectionnalité, c'est quand vraiment les choses sont indissociables. Elles sont tellement imbriquées qu'on ne peut pas les considérer comme étant des choses qui s'additionnent. Voyez. Par exemple, en ce qui me concerne, je suis sourd, je suis gay, je suis également d'un autre côté d'origine indienne. Pardon, je vois que quelqu'un m'interpelle. Ah, sur le grand mot très long, qui est intersectionnalité. Donc Moutou réappelle ce terme pour quelqu'un du public qui ne l'avait pas vu. Avec un accent à la fin. Est-ce que c'est bon pour ce long mot? Très bien. Mais je pourrais l'écrire et vous le donner par la suite sans souci. Oui, donc l'intersectionnalité, c'est en termes d'identité. Voyez, moi pour ma part, donc je suis sourd, je suis gay. Oui, je suis d'origine indienne et je suis locataire de mon logement. Donc ça, ce sont en fait tous les éléments qu'on peut trouver autour de la roue et qui viennent en fait s'imbriquer les uns dans les autres et qui ne peuvent pas en fait fonctionner comme des choses qui s'additionnent. C'est en fait un tout qui est constitutif de qui je suis. Donc, ce que ça veut dire, c'est que très souvent, le pouvoir est porté par des personnes qui sont très proches du centre de ce cercle, des gens qui ont le maximum de privilèges en vérité, des gens qui sont riches, des gens qui sont des hommes en général, cisgenres. Alors cisgenre, ça veut dire qu'on est né avec des attributs physiques masculins et on se considère dans son identité comme étant également un homme. Différemment de quelqu'un... alors bon, ça on a le cas chez les femmes aussi, qui naissent avec les organes considérés physiquement féminins et qui se reconnaissent dans ce genre-là. C'est ça, cisgenre. Donc des personnes cisgenres, blanches, des hommes, des gens qui n'ont pas de handicap, qui sont diplômés de hautes études. Et donc les gens qui sont très proches de ce centre du cercle de la roue des privilèges, ce sont les gens qui vont avoir le pouvoir en fait. Et qui vont, par exemple, déjà le simple fait d'être une femme va faire diminuer dans la possibilité d'avoir des privilèges. Mais si on prend une femme blanche par rapport à une femme noire, les privilèges vont encore descendre dans le cas de la femme noire. Vous voyez, on a comme ça, à chaque fois, en fin de compte, des positions de rapport de force, de pouvoir qui diminuent. On est de moins en moins avantagé. C'est pareil, si on prend une femme noire cisgenre par rapport à une femme noire trans, la seconde sera encore moins avantagée du fait de sa transidentité, etc., etc. Et donc, effectivement, on peut discriminer une personne du fait qu'elle soit une femme, mais on ne peut pas considérer qu'on la discrimine moins parce qu'elle est transgenre, vous voyez, ou plus. En fait, ce sont des choses qui sont vraiment constitutives d'une seule identité. C'est l'intégralité des choses qu'on prend en considération dans le cas de l'intersectionnalité. Donc ça, c'est pour la roue des privilèges. Alors peut-être que vous allez vous demander pourquoi je vous parle de cette roue des privilèges et en quoi ça a un lien avec l'écologie, mais ne vous inquiétez pas, j'y viens. Au niveau des actions politiques, c'est vrai qu'il est souvent pensé que c'est important, dans les villes par exemple, d'utiliser plus le vélo. Il faut encourager les déplacements à vélo. Maintenant, on a plein de petits endroits, de petites places réservées pour pouvoir accrocher ces vélos. Ça se développe vraiment beaucoup dans les villes. Mais moi, je vous pose la question, je vous demande quel est votre avis. Développer l'usage du vélo en ville, à qui ça convient? Je ne sais pas, imaginons, tenez, par rapport aux couleurs de peau. Les personnes noires
cette action de développer l'usage du vélo, d'avoir de plus en plus d'endroits pour les accrocher, etc. Est-ce que ça convient aux populations noires? Oui ou non? À votre avis? Pour certains, on me dit oui. Je vois dans le public, certains qui ont l'air un peu plus... qui me font une petite remarque. J'entends, on me dit, ça dépend des besoins du pays où on vit. On va se situer ici, on va parler du cas de la France. Si on prend... Ah voilà, le cas de la capacité physique. Est-ce que les personnes en situation de handicap, ça convient de développer le vélo? Imaginons des personnes en fauteuil. Est-ce que le développement à ce point des vélos est adapté, convient pour ces personnes-là? Pas vraiment. C'est pour ça qu'une décision politique, une avancée politique sans consultation de personnes concernées, sans demander l'avis, sans demander si ça convient à toutes les personnes qui sont tout autour de cette roue, n'est pas forcément pertinente. Pour les élus municipaux, par exemple, c'est quelque chose qu'on dit très souvent, moi que je peux dire aussi en ma qualité au niveau politique, rien pour nous sans nous. Ce n'est pas la peine d'essayer de faire avancer, de mettre en place quelque chose sans nous avoir consulté en amont, sans avoir consulté en amont les personnes concernées. Quelle heure est-il? Combien de... Pardon, je suis désolée, je suis complètement perdue dans le temps. Est-ce que quelqu'un peut me faire un petit signe? Ok, merci. Est-ce qu'on peut passer à la page suivante, s'il vous plaît? Parfait. Ce qui est important, de prendre conscience, c'est que chaque action qui est proposée, chaque idée qui est soumise pour faire réduire les impacts de la crise écologique est basée sur 3 piliers. Il va y avoir ce qu'on appelle, au niveau de la justice environnementale, 3 piliers. Donc, la justice réparatrice, qui est en quelque sorte le socle, la base, la première étape. La justice réparatrice, c'est la crise écologique est déjà là. Les impacts sont déjà présents. Il y a déjà des personnes en situation de vulnérabilité qui ne sont pas privilégiées, qui sont déjà reléguées au plus bas. Il faut réussir à réparer ce qui est déjà abîmé. Ça, c'est notre base. On a ensuite des murs qui peuvent être construits là-dessus, une enceinte, avec une petite porte qui va pouvoir nous amener à essayer d'accueillir tous les profils, toi qui es assis, toi là-bas au fond de la salle aussi, chaque minorité à prendre en considération. Les femmes, les personnes LGBTQIA+, les personnes racisées, les personnes en situation de handicap quelle qu'elle soit, tout un chacun dans sa diversité, avec des profils divers et variés, doivent être accueillis pour faire partie des échanges et faire émerger des idées. C'est ce qu'on appelle la justice procédurale, que vous voyez sur la gauche de l'écran. Donc il va s'agir en fait de confronter des points de vue, demander son avis à tout le monde pour pouvoir faire émerger l'idée, l'action qui sera la plus adaptée à tout le monde. Et une fois qu'on a ça, on peut mettre un petit toit au-dessus de notre maison, et c'est ce qu'on appelle la justice distributive. C'est ce qui vient chapeauter un peu tout ça. La justice distributive, alors pardon, le signe que je viens d'utiliser n'est peut-être pas le plus adéquat, on est plutôt sur une justice de répartition juste. On va plutôt parler comme ça. C'est-à-dire que les actions qui vont être menées, qui vont avoir des impacts sur la réduction de la crise écologique, sont des actions qui ont besoin d'argent. Et à ce moment-là, est-ce qu'il s'agit d'imputer ces dépenses aux personnes qui sont déjà les moins avantagées, les moins privilégiées, ou est-ce qu'il va s'agir, plutôt, dans le cas de la justice distributive, d'essayer de faire appel à tout un chacun dans les mesures de leur capacité, de réussir à faire en sorte que les gens qui n'ont pas la possibilité de se mobiliser du fait de leur manque de privilèges pour la justice environnementale soient soutenus par les actions d'autres personnes et que tout le monde puisse comme ça participer à la justice environnementale.
Alors, je vais profiter là, de poser quelques petites questions, puisque vous êtes là. J'ai des petits... Ah, pardon. Est-ce qu'on peut passer à la prochaine diapo, avant que je change de sujet? Voilà. Donc, j'ai des petits post-it, avec des petits stylos, si c'est possible. J'aimerais bien que chacun ici prenne un petit papier et se demande quelles sont les actions qui pourraient être mises en place pour une écologie plus juste, qui serait adaptée, une idée qui pourrait convenir à tout le monde. Une fois que chacun aura écrit son petit post-it, c'est possible d'aller les coller sur le mur qui est juste sur la gauche. Ou alors peut-être se pose la question, ou alors directement à l'endroit du support de mon PowerPoint. Ah non, j'ai pas de page exprès pour ça, non pardon, parce que c'est la question qui m'était posée par là-bas. Donc je vous distribue les petits papiers, et puis on verra pour les mettre... Donc les post-it et les crayons sont en train de circuler, je vous laisse un peu de temps de réflexion et pendant ce temps-là, je continue. Et donc une fois que vous aurez terminé, je vous laisserai venir recoller plutôt du coup au centre de l'écran chacun vos petits papiers. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut passer à la page suivante, s'il vous plaît, pour le diapo? Ah, pardon, je reprends pour le post-it. Ce que je vous demande, c'est de noter, en fait, alors en lien avec l'écologie bien sûr, quelle serait une idée d'action que vous auriez qui serait adaptée à tout le monde. Et j'en profite pour pouvoir répondre à vos questions pendant ce temps. Je vois que j'ai une question là. Oui, il faudrait venir, s'il vous plaît, à l'écran, enfin à ma place. Simplement, c'est filmé, donc si ça ne vous gêne pas, mais merci de venir sur l'estrade pour poser vos questions, pour que tout le monde vous voit bien. Est-ce que c'est bon? Tout le monde me voit? Super. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai deux questions en vérité. Alors, pas forcément sur l'écologie au sens large, enfin si, plutôt sur comment mes deux questions sont un peu subsidiaires en fait, mais vont, vous allez voir, avoir un lien avec l'écologie finalement. Donc sur la question de l'intersectionnalité, c'est comme ça que tu disais, quels sont les éléments? Parce qu'en fait, c'est les deux mains qui sont grandes ouvertes, donc ça fait 5 doigts sur chaque main. Est-ce que ce sont les éléments à chaque fois? C'est ça, tu disais, toi par exemple, tu es noir, sourd, etc., enfin, racisé. Donc il y a ça. Pourquoi en fait un certain élément tu as décidé de le placer en langue des signes sur une main et un autre élément sur une autre main? Ça c'est plus une question comme ça. Et ma deuxième question c'était, oui, pour les privilèges. Moi je me pose la question parce que donc il y a cette roue des privilèges qui s'élargit du centre. Est-ce que à l'avenir on pourrait arriver à ce que les privilèges n'existent pas, ou est-ce qu'on considère que c'est un état de fait, c'est comme ça? Comment est-ce qu'on arrive à comment se situer aussi? Est-ce qu'on est une majorité par rapport à une minorité? Comment ça se place sur cette roue? Enfin voilà, c'est des questions qui peut-être sortent un petit peu du sujet, mais voilà. Merci pour la question. Alors, j'ai fait ce signe-là avec les deux mains et j'ai choisi de choisir différents éléments sur l'une et l'autre main. J'ai pas franchement de, enfin, il n'y a pas une idée cachée derrière, mais vraiment le signe, c'est que les deux se mettent, s'embriquent ensemble. C'est ça vraiment l'important, c'est de savoir que on peut pas échapper à ni à l'un ni à l'autre. Tout est ensemble, tout est embriqué ensemble. Moi, je parlais aussi des privilèges. Moi, il y a quatre. Enfin, moi, j'ai quatre éléments. D'autres personnes ont d'autres éléments. Par exemple, femmes, noires. Voilà, il y a plein d'éléments qui peuvent rentrer dans cette intersectionnalité. Et j'ai oublié d'ajouter quelque chose sur la roue des privilèges.
Là, on peut changer le système sur les inégalités. Ces trous de privilèges, c'était pour vous, c'était pas pour vous culpabiliser, hein, c'était vraiment pas le but de cette présentation de la roue, c'était vraiment de prendre en conscience que, eh ben, on n'est pas au même niveau, chacun a des privilèges, les uns plus, les autres moins, et ne pas essayer de dire oh là là, mais vraiment j'ai beaucoup de privilèges par rapport aux autres et de culpabiliser. Non, c'est vraiment de travailler ensemble, de prendre conscience que ben voilà, oui, il y en a des privilèges et d'autres à moins, et ne pas essayer, de pas répéter toujours les mêmes erreurs avec des discriminalités, voilà, essayer de casser ces trous en fait et travailler tous ensemble. J'espère que j'ai bien répondu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour. Alors pour moi, l'écologie, c'est du matériel. Enfin, on a toujours des panneaux solaires. Enfin, moi, ça m'évoque ça. Hein. Par rapport aux privilèges, est-ce que tu as expliqué donc il y a donc la nature, les gens privilégiés, mais comment? Attends. Donc c'est un écosystème global et on est tous dedans ensemble et on ne peut pas dire ah bah voilà l'écologie c'est ça, il faut avoir moins de privilèges pour se rapprocher plus de la nature. Pour moi l'écologie c'est du matériel donc c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup d'explications sur cet élément matériel. Je ne sais pas comment que tout l'écosystème travaille ensemble. Enfin je sais pas, je suis un petit peu perdue là-dessus, c'est un peu flou pour moi. Ah bah, une très bonne remarque. Alors, je reviens sur le sens de l'écologie, vraiment les recherches, les études sur l'écologie et l'écosystème. Alors, un vivant peut être en lien avec une personne, pardon, peut être en lien avec la nature, bien évidemment, peut provoquer des impacts, des changements, par exemple avec les déchets, avec la déforestation, il y a des interactions négatives comme ça qui sont en train voilà, qui nient la planète et qui provoquent voilà, qui ont des impacts négatifs sur l'humain. Alors, excuse-moi, attends, oui. Par rapport à l'écologie et le matériel, c'est vrai qu'il y a l'interaction entre l'humain et l'écologie et il y a beaucoup d'impacts négatifs et ça doit nous vraiment faire prendre conscience qu'il faut avoir des actions sur le matériel, sur changer notre attitude, notre mode de vie. Je ne sais pas, il y a plein d'actions qu'on peut mettre en place. Si on se focalise que sur le matériel, oui, on peut essayer de changer la donne, mais je te donne voilà, je te donne ça en réflexion, je te défie de réfléchir là-dessus et peut-être venir avec une idée. Peut-être il y a d'autres questions, oui. Non, bonjour, excusez-moi. Oui, merci, là. Merci, super. Merci beaucoup. Pour les interprètes, c'était pas facile de voir avec la lumière derrière. C'est bon, vas-y, tu peux y aller. Ok, j'ai une question peut-être qui est un peu provocatrice. Est-ce qu'il y a une solution, je ne sais pas, une idée, quelque chose pour que est-ce qu'on peut, est-ce qu'on est obligé d'avoir une solution qui s'adapte absolument à tout le monde ou on peut avoir une multitude Non, pardon. Non, excuse-moi. J'y étais pas. Non, dès le début. Alors, l'interprète demande à la personne de refaire la question. Donc je donne je prends l'exemple de Moutou sur la démocratisation du vélo et vraiment l'objectif de se servir de plus en plus du vélo.
Alors, bien sûr, des personnes aveugles, par exemple, bah, elles ne peuvent pas, c'est vraiment pas une mesure adaptée à eux. Mais donc, on peut peut-être se dire que non, on arrête le vélo, on n'arrête pas le vélo, mais que c'est pas adapté à tout le monde. C'est pour des personnes qui habitent en ville et pas qui habitent dans la campagne. Cette mesure, c'est plus de. Enfin, l'objectif, c'est de prendre conscience que tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Et non, j'ai toujours pas la question. J'ai pas compris le sens. Ah oui, et peut-être c'est peut-être pas obligé d'avoir des solutions qui conviennent à absolument tout le monde, parce qu'il y a des actions qui ne sont pas adaptées à tout le monde. En lien avec l'écologie, par exemple, voilà, les personnes âgées qui ont besoin d'une chose, les ouvriers qui ont des familles nombreuses ont besoin d'autre chose. Voilà. Donc il y a différents profils, différents besoins. Est-ce qu'on est obligé d'avoir une solution qui est adaptée à tout le monde ou pas? Voilà. Ouais, super, merci. Alors, c'est vrai que le vélo se développe de plus en plus, mais on peut pas, il n'est pas adapté à tout le monde. Donc, est-ce qu'on continue de le développer ou pas? C'est une bonne question, vu que c'est une mesure qui n'est pas utile à tout le monde. Alors, moi, ce que j'ai remarqué souvent, que quand les pouvoirs publics décident ou ont une idée, des propositions sur des actions en lien avec l'écologie, ils ne regardent pas les impacts sur tout le monde. Oui, ça peut toucher une certaine population, ou ils regardent toujours si la majorité va en profiter. Donc, ils sont toujours en train de démettre des propositions avec le but de satisfaire la majorité. Par exemple, l'abonnement de quoi? L'abonnement des vélos électriques, il est très cher. Hein. Donc, qui est-ce qui profite de ces abonnements? Les personnes riches. Les autres, non, ne peuvent pas. Donc, ce n'est pas logique, cette proposition dingue. Ce qui est important pour moi, c'est d'avoir donc une idée, par exemple, cette idée de développer le vélo, mais peut-être de l'adapter à différents profils, par exemple au petit budget, des personnes, pardon, qui habitent à Lyon, non pardon, excusez-moi, moi j'habite à Lyon, donc j'ai fait un parallèle avec Lyon, qui habitent en ville ou qui habitent loin de la ville, qui mettraient des actions, des propositions pour eux, pour qu'ils puissent aussi profiter du vélo. Donc voilà, s'adapter vraiment à tous les profils et réduire les inégalités. J'espère que j'ai bien répondu. Oui, d'accord, c'est bon. Alors, par rapport aux actions en lien avec l'écologie, oui, il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont un réel impact, mais c'est vraiment pour la majorité. Donc, je ne sais pas si ça peut. On va essayer de faire, de se mobiliser pour faire en sorte que les actions sont maximum adaptées à tout le monde, à tous les profils. Voilà, j'ai fini ma présentation. Est-ce qu'il y avait une slide à la fin? On peut la mettre peut-être, la dernière slide. Ah, c'est fini? Non, c'est fini, qu'est-ce qui se passe? Ok. Ok. Je vous laisse comme ça, je vous laisse coller les petits post-it. Et s'il vous plaît, vous pouvez éteindre le PowerPoint de la présentation. Est-ce que vous avez bien compris les consignes avec les post-it? Par exemple, non. Par exemple, si, je ne sais pas, vous avez une idée en lien avec, des propositions sur les actions qui peuvent être profitables à tout le monde, vous avez, je ne sais pas, des idées, des choses comme ça, vous pouvez les mettre sur les post-it et les poster, les coller au mur. Allez-y, allez-y.
Où est-ce que mon stylo... Le pot avec les post-it et les stylos sont où? Merci pour les propositions. Attends, je vais peut-être lire un ou deux. Alors, je remarque que c'est plus des propositions concrètes, hein, en lien avec les voisins, en lien avec... Enfin voilà, c'est quelque chose des propositions très solidaires. C'est pas mal. C'est en lien avec le matériel aussi, les propositions. Avec l'isolation thermique, avec les voitures électriques. Ah, les voitures électriques, est-ce qu'elles sont écologiques? Ça, je vous laisse y réfléchir. Alors, pour cette conférence, vraiment, le but, c'était, voilà, c'est comme je fais partie de l'association ACGLSF, voilà, je voulais vous ouvrir à mes interrogations. Moi, je ne suis pas un expert hein, dans un bureau, hein. Moi, je suis quelqu'un qui a fait des études, oui, mais qui a aussi participé dans beaucoup d'associations. Et donc, j'ai organisé quelques conférences, j'ai aussi participé à des conférences, j'ai lu, j'ai rassemblé comme ça des informations sur l'écologie, mais je voudrais quand même vous dire que l'esprit critique est très important dans toute cette présentation. Je vous laisse, voilà, je vois vos réflexions. Vous vous rappelez sur la roue des privilèges quand je vous ai montré tout à l'heure. Donc je ne sais pas si les propositions sont en adaptation avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Je vous laisse la réflexion et puis je vous dis merci.